1, 2, 3, on refait. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais me prêter à l'exercice que j'adore sur ces questions-réponses. Mon assistant a sélectionné un certain nombre de questions que vous me posez via l'email, bien entendu. Et donc, nous avons sélectionné à peu près 7 questions qui sont relativement pertinentes et dont je vais vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pourquoi 7, pas pourquoi 10? Parce que des fois, les questions sont très pertinentes, donc ça peut prendre énormément de temps. Et si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis un petit peu bavard. Avant de répondre à ces questions, comme vous le savez, vous avez la formation gratuite, vous avez le lien en description de cette vidéo si vous voulez la suivre, bien entendu. Et voilà. Et donc, on y va, on répond à vos questions. C'est parti. Alors, existe-t-il un livre des 7 profils d'apprentissage pour les coachs scolaires? Alors, effectivement, j'ai écrit 2 livres dans les 7 profils d'apprentissage. Le tout premier, édition 2005, donc c'est sorti en novembre 2005, c'est la première édition. Depuis, il y a eu 3 éditions, l'édition 2013 et 2019, donc c'est un livre qui s'adresse essentiellement aux enseignants, donc dans un contexte de classe. Donc n'achetez pas celui-ci, mais par contre vous pouvez acheter, voilà, celui-là. On le voit à l'envers, donc là je le ferai apparaître à l'écran, parce qu'il y a la caméra qui met à l'envers. C'est l'édition parents. Pourquoi c'est fait pour vous? C'est fait aussi pour les parents. J'ai fait la dernière vidéo sur en quoi le livre vous permet justement de travailler avec les parents. Donc on avait avec l'éditeur fait comment dirais-je, le compromis de mettre édition parent. On peut pas mettre édition parent éco-scolaire. Vous voyez, les parents ne vont pas comprendre, et l'éco-scolaire non plus. Donc voilà, ce livre est fait pour vous dans le coaching scolaire avec énormément d'études de cas, alors qui s'adressent aussi aux parents, mais aussi à vous. Donc vous voyez un petit peu comment on fonctionne, comment on travaille dans le cadre des 7 profils d'apprentissage. Donc bien entendu, ce livre est fait pour vous et pour les parents. Et le retour que j'ai pu avoir, parce qu'on peut se dire, oui mais bon, est-ce que les 2 éditions, l'édition prof et l'édition parents, sont vraiment différentes? Oui, elles sont très différentes. Alors sauf évidemment les profils qui ne changent pas d'un livre à l'autre, mais les études de cas, les exemples pris sont vraiment très différentes. Là, c'est une étude de cas dans les classes, et là, c'est pour spécifiquement l'accompagnement et pour les parents. Voilà. Ensuite, la question numéro 2. Mais le cerveau n'a-t-il pas besoin de sens pour apprendre? Oui, ça, c'est une question suite à plusieurs vidéos là-dessus. Vous ne semblez pas en tenir compte dans vos vidéos. Oui, alors vous avez tout à fait raison à la personne qui pose cette question, mais il y a une nuance de taille. C'est-à-dire, si vous décrétez que vous avez besoin de sens pour apprendre, ok? Donc en fait, vous bâtissez une croyance de phénomène conscient sur si je n'ai pas de sens, je ne peux pas apprendre, donc j'ai besoin de sens. Et lorsque vous apprenez, vous cherchez un sens dans tout, ça vous aide à apprendre. Oui, sauf que, et c'est là le détail qui compte et qui fait la différence, c'est que c'est vous qui imposez un sens et non pas votre cerveau. Je vous prends un exemple. Si vous décrétez que vous avez, oui, le cerveau a besoin de sens pour apprendre, donc j'ai besoin de sens pour apprendre, ce qui est faux à la base, mais vous allez comprendre. Et si vous avez décrété ceci, eh bien, tous les apprentissages qui nécessitent, qui n'ont pas de sens, vous pouvez pas apprendre. Je prends un exemple. Vous apprenez d'histoire. Pourquoi la Révolution est en 1789 et pas en 1788? Et pourtant, le berceau de la Révolution française, c'est en 1788 avec la Journée des Tuiles et la Grande Armée. Bon, voilà. Donc, si vous avez besoin de sens, si vous avez besoin de savoir pourquoi 789 et pourquoi pas 788, vous pourrez pas apprendre. De même, vous pouvez pas apprendre une langue étrangère parce que vous avez des mots. Pourquoi les mots sont comme ça? Pourquoi c'est I do et I did? Pourquoi do et did? Bon, après ça se ressemble. Là aussi, il faut apprendre par cœur. Oui, il n'y a pas de sens à avoir. Donc, si vous décrétez que vous avez besoin de sens,
eh bien, dans des situations où il n'y a pas de sens et où il y a des listes de mots ou de chiffres à apprendre parce que c'est comme ça, donc langue étrangère, règles grammaticales, vous savez, des règles grammaticales, ben, elles sont faites comme ça. Hein, donc pourquoi nous ça s'accorde et pas en anglais? Ben c'est comme ça. Vous serez incapable d'apprendre dans ces contextes-là, et donc ça va limiter votre apprentissage. Maintenant, la différence, c'est que si vous dites voilà, j'apprends n'importe quoi, si vous enlevez cette croyance-là, d'accord, votre cerveau le fera automatiquement. C'est-à-dire que vous ne limitez pas votre cerveau à apprendre avec du sens. C'est-à-dire que quand votre cerveau va se trouver dans une situation où il n'y a pas de sens d'histoire ou verbe irrégulier ou vocabulaire dans une langue étrangère, bah votre cerveau va dire ok, c'est pas grave, j'apprends par cœur, c'est pas un souci. Voyez, vous serez pas limité par la croyance que vous êtes imposé parce que vous avez lu un bouquin, ou vous avez entendu quelqu'un sur YouTube ou sur Internet qui a dit ah ben non mais le cerveau il faut apprendre qu'avec du sens. Voyez, là ben vous pourrez apprendre. Et évidemment dans des situations un peu plus complexes, eh bien c'est votre cerveau tout seul, sans que vous le décidiez, qui aura tendance à chercher du sens pour pouvoir mieux apprendre et faire des liens. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, notamment par rapport à cette question-là, vous imposez au cerveau, donc vous mettez une croyance comme quoi il faut du sens pour apprendre. Ça, c'est une croyance qui, dans certains contextes, notamment d'apprentissage de langue, d'histoire ou autre, hein, devient très limitant et donc vous empêche d'apprendre. Alors que dans la deuxième perception, bah, c'est le cerveau qui décide. Et évidemment, à un moment, bah, le cerveau préfère des situations où il peut trouver du sens. Et de toute façon, il va se débrouiller tout seul, le cerveau. Hein, il va faire ses associations pour trouver du sens. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question très intéressante. Alors, comment faites-vous lorsque vous avez des enfants TDAH, dyslexiques? Les coachs scolaires du collectif sont-ils aussi spécialistes de ces sujets? Non. Alors, nous avons à peu près, hein, dans les coachs du collectif, compte à peu près la moitié d'enfants qui sont diagnostiqués, soi-disant TDAH ou dyslexiques, TDAH avec en plus sous Ritalin très souvent. Tous les enfants, sans exception, sur plusieurs milliers d'accompagnements, ont tous réussi à faire leur expérience devant les parents des 40 mois, 5 minutes, voire même plus. Hein, j'ai en tête un enfant avec un TDAH sous Ritalin qui tenait pas, soi-disant, 5 secondes sur une chaise. Il a fait son expérience devant les parents de 60 phrases devant ses parents. Voilà. Quand je dis 60 phrases, c'est par exemple le tracteur vert John Deere qui est dans la plaine d'Alsace. Voilà. Il retient cette phrase, il y en avait 62 phrases différentes, et il les a tous retenues sans problème, et il les a récitées à l'envers, à l'endroit, dans n'importe quel ordre, devant ses parents. Donc ça montre une chose, simplement, c'est que les membres du collectif ou les coachs du collectif sont pas des spécialistes TDAH ou dyslexiques. Ça veut dire, parce que nous on le voit, hein, on le voit dans le concret, c'est pas de la théorie, c'est pas de l'opinion, que la plupart du temps, ce sont pas des enfants qui ont un TDAH ou qui ont une dyslexie ou légère, dyslexie légère. Mais quand vous avez une dyslexie, ça vous empêche pas d'apprendre. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, hein, la dyslexie, c'est une autre façon d'apprendre, mais ça vous empêche pas d'apprendre. Et pour la petite histoire, comme vous le savez, hein, le nombre réel enregistré, diagnostiqué, enfin je veux dire de TDAH, c'est 5% de la population, et la dyslexie sévère, selon la Fédération des dyslexiques européens, c'est 1 à 2% de la population. Donc évidemment, voilà, c'est plutôt, on va dire, rare. Mais comme vous le voyez, c'est une tendance maintenant de mettre des étiquettes de partout, et c'est devenu même un business. On fait des bouquins, il y a des spécialistes, etc. Voilà. Donc je réponds à cette question. Nous, on le constate sur plusieurs milliers d'accompagnements. On n'a jamais eu, on va dire, de dyslexie ou de TDAH, même s'ils ont été diagnostiqués de ce fait. Voilà, c'est la seule explication possible. Alors, est-ce que les coachs du collectif vendent tous leurs prestations à 1000 €? Oui, tous. Alors, des fois, quand certains commencent, bon, voilà, à 1000 € ça peut être impressionnant, donc ils commencent un petit peu moins, entre 700 et 800 €, mais autrement, quand ils ont au moins une année de pratique, ils sont tous à 1000 €.
Avec les difficultés économiques, seuls les parents les plus riches peuvent accepter de payer 1 000 € pour un accompagnement. Donc un accompagnement, non. Ça, c'est une fausse croyance, c'est une excuse. Quand un parent vous dit ou c'est trop cher, ça veut dire que la perception qu'a le parent de la valeur que vous donnez par rapport au prix, cette valeur n'est pas à la hauteur de votre prestation, tout simplement. Après, quand j'ai pas d'argent, c'est trop cher, c'est une excuse. Pourquoi je dis ça? Déjà, nous, on le voit là aussi sur le terrain. Sur le terrain, il y a des parents qui sont pas forcément fortunés, qui dépensent, enfin qui investissent 1 000 € pour un accompagnement pour leur enfant, à condition, et c'est là le truc très important, à condition qu'il y ait un résultat. La plupart du temps, hein, je le dis, je le répète assez souvent, en moyenne, selon une société de soutien scolaire bien connue, les parents dépensent en moyenne entre 3 000 et 4 000 € par enfant et par matière pour du soutien scolaire. Voilà. D'accord, rien que ça. Donc, un jeune qui prend des cours de maths et de physique en lycée pour être sûr de passer en école prépa parce que, eh bien, dans Parcoursup, il faut avoir les notes pour être reçu en école prépa. C'est au bas mot un cours de soutien scolaire en maths, un cours de soutien scolaire en physique pour avoir le niveau, pour avoir les notes, c'est 24 000 €. Voilà. Donc, vous comprenez bien que entre 24 000 € et 1 000 €, les parents ont vite fait le choix. Hein, donc, c'est pas une question de, ils ont les moyens, pas les moyens. Les parents investissent sur l'enfant et moi le premier. Donc, voilà, on trouve les moyens. Il y a aussi les grands-parents qui aident beaucoup, notamment dans le soutien scolaire. Hein. Le soutien scolaire en France et en francophonie, c'est très prospère, d'accord. Donc les parents ont largement les moyens. C'est une question de comparaison. Combien d'argent j'investis dans le soutien scolaire? Qu'est-ce que ça me rapporte? Il y a des parents qui prennent conscience que leurs enfants ont des blocages d'apprentissage. Le bateau prend l'eau de toutes parts. Il faut d'abord colmater les brèches, écoper ensuite. On n'écope pas un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Hein. Le colmater les brèches, c'est le coaching scolaire. Donc voilà. Donc non, c'est pour répondre directement à cette question-là. Non, c'est pas une question de moyens. Ensuite, je vais faire partie d'un groupe d'entrepreneurs pour développer mon activité de coach scolaire, enfin de coaching scolaire. Pardonnez-moi la faute d'orthographe. C'est une bonne idée. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de dans quel type de groupe on va. Un groupe d'entrepreneurs, moi j'en ai fait partie aussi, ce sont des personnes qui sont entrepreneurs comme vous, c'est tout. Ils sont pas dans le même secteur d'activité. Il y a des entrepreneurs qui vont faire dans l'électronique, d'autres dans la poterie, d'autres comme artisans, d'autres comme agents immobiliers, etc., etc. Donc, le point commun, vous êtes des entrepreneurs, ça c'est bien, mais vos collègues, les membres entrepreneurs ne peuvent pas vraiment vous donner de conseils sur le marché. Hein. Ils connaissent rien au coaching scolaire et vous ne connaissez rien à leur activité. Donc, c'est bien parce que vous n'êtes pas seul, vous parlez vous avez les mêmes valeurs, les mêmes volontés d'entrepreneuriat, mais attention, c'est limité simplement par la thématique. Hein. Quand vous avez des conseils d'autres entrepreneurs, le problème, ils font pas du coaching scolaire. Donc, sur quel conseil on va vous donner? En général, quand vous commencez le coaching scolaire, vous faites auto-entreprise, vous n'avez pas une SRL ou une URL. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de conseils en comptabilité ou que sais-je, vous voyez, ou gestion de trésorerie. C'est relativement simple. Donc ça peut être sympa parce que vous retrouvez des gens du même milieu, les mêmes principes, des mêmes aspirations, mais ça s'arrête là. Hein. Donc alors là aussi vous vous sentez pas seul. Hein. Moi j'aimais bien ces réunions-là parce que voilà, on voyait les gens, on discutait, mais je ne pouvais pas demander de conseils sur mon activité parce que les autres n'y connaissaient rien. Vous parlez de réactance psychologique dans votre livre. Oui, vous pouvez expliquer, car je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. La réactance psychologique, c'est simplement une résistance que l'on a quand notre libre arbitre est menacé. C'est pour ça que dans le coaching scolaire, toute affirmation que vous faites, elle est bien, comme vous dites, ah oui, c'est bien ce que tu fais, tu regardes, tu as réussi.
tous les encouragements sont entendus au niveau conscient, mais sont bloqués au niveau inconscient. Voilà. Ça veut dire que vos encouragements, c'est bien, c'est bienveillant, c'est mieux que des remarques négatives, bien entendu, mais c'est pas ça qui fera changer les choses chez la personne, tout simplement. Pourquoi? À cause de cette réaction psychologique où l'être humain a besoin d'avoir le sentiment d'un libre arbitre. Voilà. Tant qu'il n'a pas ce sentiment de libre arbitre, il va bloquer. Bon, en tout cas, son inconscient va bloquer. Pour développer, je refais. Pour développer mon activité, j'hésite à souscrire à un programme d'accompagnement de marketing de business coach. Qu'en pensez-vous? Alors, a priori, ça peut être une très bonne idée. Mais là aussi, il faut être conscient qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire. Il y a de tout n'importe quoi déjà chez les business coachs. Hein, donc attention de faire un bon choix. D'accord? Ensuite, alors, il faut savoir que les tarifs, en moyenne, les tarifs c'est 5 000 €, entre 5 000 et 6 000 €. Donc là, quand ils vous font, comment dirais-je, votre entretien, ils vous disent oui, mais vous remboursez, vous allez générer le chiffre d'affaires. Ça c'est vrai. Mais, il y a un petit mais. Déjà, ils feront pas les choses à votre place. Hein, c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont vous trouver des clients pour vous. D'accord? Donc ça, il faut être bien conscient. Donc si vous prenez un business coach, en général, c'est des programmes de 3 à 6 mois et après, boum, ils coupent tout. Donc, il faut être bien conscient qu'ils ne feront pas le job à votre place. Donc, ils vous boostent, ils vous appellent, vous n'êtes pas seul. Donc, vous avez du contenu, vous avez des stratégies, c'est très bien. Sauf que, et c'est là aussi, c'est que les business coachs ne connaissent pas le marché du coaching scolaire. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le marché parent. Ça veut dire que comment s'exprimer aux parents, qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment il faut le dire, comment s'y prendre, comment démarcher les écoles, qu'est-ce qu'il faut dire pour pas se griller. Ça, les business coachs ne vous donneront pas. Par contre, ils vous donneront les outils pour connaître votre marché. Le problème de ça, vous risquez de passer pour un marketeur, c'est-à-dire vous allez apprendre à connaître votre marché. Ce qui est bien en soi, ce qui est très très bien, bien entendu. Mais vous allez passer du temps à connaître votre marché. Donc, le mieux, c'est de souscrire à un programme où le centre de formation, ou la personne, ou que sais-je, connaît déjà le marché. Et là, vous n'avez plus à faire du marketing, vous avez qu'à appliquer. Hein. Donc, la différence entre faire du marketing et connaître son marché, le marketing, on vous donne la pelle et la pioche, voire même la meilleure pelle mécanique au monde, mais on vous dit pas où creuser. Hein, connaître son marché, on vous dit exactement où creuser. Voilà, tu creuses là, tu as peut-être une petite cuillère ou une pelle, mais en creusant ici, tu vas trouver le filon. C'est ça. Hein, donc il vaut mieux connaître son marché, avoir une pelle, qu'avoir une belle pelle mécanique, mais pas savoir où creuser. Voyez, donc c'est ça la différence. Donc il faut être bien conscient. C'est pour ça que certains sont un peu déçus parce que ils pensent, on va dire un peu à tort, ou ça donne l'illusion, parce que là aussi les business coachs, leur intérêt, c'est de vendre du programme, c'est de faire du chiffre d'affaires. Mais il peut y avoir cette illusion, j'adhère à un programme, on va m'aider, mais toutes les choses vont venir toutes seules. Non. Il faut s'engager, il faut faire l'effort, il faut faire les exercices. Donc je dirais pas que c'est bien ou mal, il faut savoir dans quoi on s'engage, on vous met les moyens, on vous appelle tous les jours, on vous booste, et puis au bout de 6 mois, alors ça dépend la longueur des programmes, d'accord, ça s'arrête. Et au bout de 6 mois, si vous avez rien fait, vous avez rien fait. Et ça, ce sera pas la responsabilité du business coach. Donc attention à ça. Voilà, donc c'est tout pour cette session questions-réponses. Donc vous avez vu, je me suis trompé dans donc ici, là, c'est cette question, cette réponse, c'est pas 10-10. Désolé, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé. Et abonnez-vous, bien entendu, à la chaîne. Comme vous le savez, vous avez la formation, le lien en description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!